Alors, c'est moi qui me dois de vous remercier de cette invitation en particulier, je voudrais remercier l'ensemble des institutions qui ont rendu possible cet exposé ce soir, où je voudrais partager avec vous quelque chose qui, à mon sens, résume les acquis des 20 dernières années, les principaux acquis, à mes yeux, des 20 dernières années de recherche, à savoir que, d'une part, les microbes sont omniprésents et jusque dans les fonctions des organismes, mais également le fait que les interactions entre les organismes, les interactions entre les espèces peuvent être à bénéfice réciproque et ne sont pas nécessairement liées à la prédation, à la compétition. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui renouvelle notre vision du vivant et peut inspirer notre vision de la société. En tout cas, merci à toutes les institutions qui me permettent ce soir de vous présenter un certain nombre d'images de plantes qui sont en fait des images de microbes. Et la première chose dont je voudrais vous parler, c'est la façon dont les microbes structurent l'alimentation des plantes. En particulier, pour commencer, je vous propose de vous emmener quelque part en Afrique tropicale ou en Amérique du Sud, à l'époque où arrivent les premiers bateaux en bois, les premiers bateaux des colons européens, des bateaux qu'il faut remater à l'arrivée. Et évidemment, les Européens pensent tout de suite à introduire des pins, car les pins ne sont présents originellement que dans l'hémisphère nord. Or, leurs fibres droites, leur bois imprégné de résine, et leur croissance rapide surtout, puisque vous savez que les pins sont des pionniers en toutes circonstances, font des pins de parfait mât. Le problème, c'est que les pins qui poussent partout chez nous, quand on plante des graines de pin sous les tropiques, elles ne poussent pas. Les arbres meurent rapidement. Pourquoi ? Rapidement, au XIXe siècle, on se met à amener de la terre de métropole ou encore à amener des pins déjà enracinés, des plantules. Et ce qu'on amène en fait sans le savoir, ce sont des champignons du sol qui sont nécessaires au développement des pins, je dirais même vitaux. Le problème, c'est que chez nous, ces champignons sont partout et cette relation vitale, personne ne l'avait anticipée. En revanche, arrivé sous les tropiques, là où il n'y a pas ces arbres, là où il n'y a pas ces champignons, on découvre qu'ils sont absolument nécessaires. Vous voyez qu'ils interagissent avec les racines, ils sont capables de venir ganser finement la racine des arbres, et cette interaction, c'est ce qu'on appelle une mycorhize, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni que du champignon, myco, ni que de la racine, rhiza, mais qui est un mélange des deux. Et très particulièrement, on parle dans ce cas-là d'ectomycorhize, car le champignon est très présent autour de la racine. Alors ces ectomycorhizes, il y en a plein sur les arbres, elles ont des couleurs extrêmement diverses selon les champignons impliqués, et une fois de plus, chez nous, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines d'espèces de champignons, aux aguets dans le sol et prêts à coloniser une racine lorsqu'elle pousse. Mais sous les tropiques, il n'y en avait pas. L'interaction est une interaction extrêmement étroite où le champignon détermine non seulement un manteau autour de la racine, mais pénètre entre les cellules les plus superficielles. Vous voyez très bien cette pénétration ici entre les cellules superficielles de la racine. Et donc c'est un réel tissage de champignons et de racines qui constitue donc ces ectomycorhizes. Les champignons responsables de ça, vous les connaissez. Ce sont des champignons que eux-mêmes vous ne trouvez qu'au voisinage des arbres des régions tempérées. Ce sont des champignons que l'on peut manger ou qu'il vaut mieux éviter de manger. Ce sont aussi les truffes, outre les cèpes et les girolles. Ce sont des champignons qui, eux aussi, ont besoin des arbres. Et de ce point de vue-là, la dépendance est réciproque. C'est pour ça qu'on ramasse ça qu'en forêt et qu'on ne sait pas trop les cultiver sans arbres. Et l'interaction est une interaction nutritionnelle qui bénéficie aux deux partenaires en permettant à l'arbre d'exploiter des ressources du sol qu'en fait, il est incapable d'exploiter tout seul, et aux champignons d'obtenir les sucres et les sels et les vitamines qui sont nécessaires à sa croissance. C'est donc une interaction nutritionnelle qui, bon an mal an, intéresse 90% des plantes terrestres. 90% car s'il est vrai que, en gros, 5% des espèces qui sont toutes dans les régions tempérées forment des ectomycorhizes, en réalité, ce type de mycorhize-là est plutôt exceptionnel. Et si on s'interroge à savoir, qu'en est-il des racines des plantes herbacées dans nos régions ? Ou bien, qu'en est-il des arbres tropicaux ? Les autres plantes terrestres, elles, possèdent un type mycorhizien, un type de mycorhize, un type d'association légèrement différent. Alors, je pense que tout le monde a reconnu cette plante ici. C'est le maïs. Et on voit très bien, c'est mycorhize. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les racines. Évidemment, visuellement, comme là, le champignon n'est pas présent à l'extérieur, on ne devine
pas la présence de champignons, donc on ne pense pas que c'est une mycorhize. Mais si l'on s'approche de cette racine et que l'on colore à l'intérieur avec des colorants spécifiques le champignon, on s'aperçoit que ces racines sont colonisées de champignons, donc que ce sont des mycorhizes. En réalité, cette interaction-là, c'est l'interaction la plus fréquente, c'est celle où on voit peu le champignon à l'extérieur. C'est donc une association très interne, on parle d'endomycorhize, et on peut voir donc ici ces filaments de champignons qui non seulement sont présents dans la racine, mais également pénètrent à l'intérieur des cellules racinaires. Vous avez ici une cellule que pénètre une structure finement ramifiée qui va opérer les échanges entre les partenaires, que l'on appelle un arbuscule. Mais ne nous leurrons pas, même si le champignon n'est pas visible en surface, il part explorer le sol, il est également présent à l'extérieur où il va capturer des ressources. Et puis finalement, il fait également à l'extérieur des spores, ce qui fait qu'une racine qui pousse dans le sol rencontre aisément soit des spores, soit du mycélium qui sort d'une autre racine déjà colonisée. Et là encore, l'interaction est vitale. En effet, quand on fait pousser de l'oignon ici sur un sol stérilisé, il végète. C'est de l'oignon de 3 mois. Si sur ce sol stérilisé, on a réintroduit ces spores qui sont présentes dans un sol normal, eh bien, on s'aperçoit que l'oignon pousse normalement. Ça, c'est de l'oignon de 3 mois. Ça ressemble à rien. En fait, ce type de mycorhize est aussi nécessaire au bon développement, à la bonne nutrition des plantes ordinaires. Et ce n'est pas seulement les arbres forestiers qui dépendent de champignons pour se développer. Bref, quel que soit le type d'interaction, et il y en a encore d'autres que je n'ai pas décrits ici, on a des organes mixtes qui sont constitués de tissus de la plante et de tissus du champignon. Ces organes mixtes ont une fonction qui est une fonction de nutrition pour les deux partenaires d'ailleurs. Ils signent une dépendance réciproque des deux partenaires, et finalement, quelque part, on ne nourrit pas dans un sol ordinaire une plante sans champignons. L'équipe de Francis, d'ailleurs, a, dans ce tissage entre les partenaires, marqué un pas supplémentaire avec la publication de résultats tout à fait intéressants qui montrent qu'un certain nombre de petites protéines, très exactement des peptides qu'on appelle les MISP, certaines de ces protéines qui sont sécrétées par le champignon pénètrent dans les cellules. Alors regardez, ici on a une vision en fluorescence d'une ectomycorhize de peuplier où on voit très bien le champignon qui forme un manteau et qui pénètre entre les cellules racinaires. Et comme ce champignon sécrète le peptide, eh bien, par fluorescence, ici, le champignon paraît vert puisqu'il produit la molécule en question. Mais ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'on la trouve ici, j'espère que c'est net jusqu'au fond, on trouve ici cette molécule dans ce qui est en fait le noyau de cette cellule. En réalité, d'une part, les champignons envoient un certain nombre de molécules à l'intérieur des cellules de la plante, mais inversement, les plantes envoient également des molécules à l'intérieur du champignon. Et le tissage entre les deux partenaires est un tissage beaucoup plus fin qu'un tissage tissulaire, cellule à cellule. C'est un tissage molécule à molécule. Et dans ces cas-là, en particulier, ces peptides permettent de limiter la réponse de la plante, le rejet du champignon par la plante. Ils permettent simplement de limiter la réponse immunitaire. Bref, on voit très bien ici que l'intrication des partenaires va au-delà même de l'intrication de leurs cellules. So to summarize in a word, mycorrhizal fungi are necessary to most plants' nutrition, and they make a tight link to the fungus, which is not only a cellular link, but also with the MISP peptides, a kind of molecular engraining of the partners. Au-delà de ça, la présence des microbes a des fonctions importantes, bien au-delà de la nutrition, dans la protection de la plante. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui témoigne de l'extrême naïveté qu'il y a à penser que les plantes sont des plantes et à ne pas regarder les microbes qu'elles sont susceptibles de contenir. C'est l'histoire d'une fausse bonne idée américaine, qui a constitué à sélectionner une plante dans les années 30-40 pour améliorer les pâtures d'Amérique du Nord et pour nourrir mieux les bovins. Alors, rapidement, on a sélectionné Kentucky 31, qui, vous voyez, est une herbe qui a une végétation abondante, bien plus abondante que les herbes standards, et on a introduit ça dans les écosystèmes américains. Sauf que, quand le bétail a commencé à manger cette herbe qui s'installait effectivement remarquablement bien et qui était de très belle venue, eh bien, on s'est aperçu que
les bestioles, pour le coup, se portaient mal. Gangrène sèche des extrémités conduisant à la perte des sabots ou à la perte de la queue. Des comportements complètement aberrants comme la recherche de l'ombre ou de l'eau même dans la journée et au contraire des comportements d'alimentation nocturne. Tout un tas de syndromes physiologiques absolument bizarres, comme une réduction de la croissance, une réduction du nombre de parturitions, ou aussi la réduction de la production de lait. Bref, ça s'est avéré être une idée tragique et coûteuse pour les agricultures américaines et australiennes, puisqu'en Australie, on avait également entamé la vente de ces graines. Pourquoi ? Eh bien, l'analyse de Kentucky 31 a révélé qu'en réalité, la plante était infestée d'un champignon toxique. Un champignon toxique qui n'est jamais visible à l'extérieur, qui effectivement ne produit aucune lésion, mais qui est présent dans tous les tissus, comme par exemple ici la feuille. Et comme il est présent dans tous les tissus, il colonise naturellement également les graines. Et vous avez ici des tissus de graines qui comportent le champignon. Ainsi, le champignon était-il héritable ? Et sans le vouloir, les agronomes avaient sélectionné le plus toxique des champignons en sélectionnant les graines qui poussaient le mieux. Et ainsi, on a créé quelque chose qui est devenu aujourd'hui une peste végétale, une plante invasive aux États-Unis. On la vend d'ailleurs encore dans le commerce pour les besoins des golfs, parce qu'effectivement, ça fait des très beaux greens. Et de fait, cette plante contient tout un tas de toxines, des neurotoxines comme des composés proches du LSD qui expliquent les altérations comportementales du bétail, des composés vasoconstricteurs comme de l'ergotamine qui expliquent la gangrène sèche des extrémités, mais aussi un certain nombre de composés comme la péramine qui sont toxiques pour les insectes. Et d'ailleurs, vous voyez que quand on compare la plante avec le champignon endophyte, c'est-à-dire qui pousse à l'intérieur, ou sans le champignon endophyte, eh bien dans des expériences de choix, on s'aperçoit que les pucerons, quand ils ont le choix, ils s'attaquent plutôt à la plante sans endophyte qu'à la plante avec endophyte. On voit très bien que la présence de cet endophyte protège la plante, et ces espèces de bombes chimiques riches en alcaloïdes que sont ces champignons sont en fait eux-mêmes responsables du succès de cette plante. Succès qui est un tragique échec d'aménagement agricole aux États-Unis et en Australie, simplement parce qu'on a cru implanter une plante et que cette plante était comme d'ordinaire accompagnée de microbes. Oui, car disons les choses comme elles sont. En réalité, les tissus de la plante offrent de nombreuses niches pour des bactéries ou des champignons. Vous avez ici, en fluorescence verte, de très nombreux champignons dans une feuille, ici, qui elle apparaît en brun. Il y a dans les feuilles une énorme diversité de champignons et de bactéries. On compte une dizaine et jusqu'à une centaine d'espèces de champignons par feuille sous les tropiques. On compte 10 à 100 millions de bactéries par gramme de feuilles dans nos régions. En fait, les lacunes de la feuille sont densément peuplées d'organismes dont c'est le gîte et le couvert, donc d'organismes pour lesquels la défense de la feuille est vitale. En d'autres termes, d'organismes qui vont protéger la feuille, ne fût-ce que pour protéger leurs ressources et leur habitat. Et c'est ça qui se passe simplement dans Kentucky 31. C'est un occupant extrêmement protecteur et c'est tout. Mais la protection va bien au-delà de la protection contre des agents pathogènes ou des herbivores. Regardez plutôt cette histoire qui nous emmène à Yellowstone, dans des sols hydrothermaux, des sols thermaux où de temps à autre, eh bien, il y a des bouffées de chaleur, des pics de température jusqu'à 45-50 degrés. Et là pousse une graminée, pas très belle d'ailleurs, qu'on appelle Dicanthelium, l'aginosome, dont les feuilles sont bourrées d'un champignon, lui aussi vivant dans les tissus, donc un endophyte, un Curvularia. Ces plantes sont capables de survivre à des températures élevées, avec ou sans Curvularia, après qu'on les ait traitées par un fongicide. Vous voyez qu'elles se développent assez correctement sur un sol à 40 degrés. Mettons maintenant le sol à 45 degrés, eh bien, en présence du Curvularia, la plante continue à se développer très bien. Mais en l'absence de Curvularia, eh bien, cette plante ne se développe plus. En fait, sa thermorésistance est largement liée à la présence du champignon. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Curvularia, lui, au laboratoire, au-dessus de 35 degrés, il crève. Et donc, en fait, c'est l'histoire de deux qui sont plus forts ensemble que séparés. C'est-à-dire qu'ici, on a des résistances à des stress non biologiques qui sont vraiment liés à des organismes habitant la plante.
Je voudrais terminer en revenant sur les mycorhizes et en vous montrant que ces associations racinaires ont également un rôle protecteur pour les plantes. Et je voudrais maintenant comparer des tabacs que l'on fait pousser en les ayant mycorhizés ou bien sans les mycorhizer, et dans des conditions de fertilité qui font que même la plante non mycorhizée se nourrit correctement. De plus, je vous l'indique, ce sont des variétés modernes, donc les tabacs qu'on utilise sont tous génétiquement identiques. Eh bien, on voit que quand on essaie de leur inoculer l'agent de la pourriture grise, un botrytis, alors vous connaissez le botrytis comme pourriture noble peut-être, ça c'est sur les raisins en fin de maturation, mais la plupart du temps le botrytis est un pathogène. Quand on essaie d'inoculer le botrytis, vous voyez les points d'inoculation ici, ça provoque une lésion qui peut être de petite taille, ou carrément de grande taille. Vous le devinez plus ou moins ici, la zone nécrotique est devenue assez grande. Quand on fait des statistiques là-dessus, on s'aperçoit que les plants non mycorhizés résistent mieux à l'invasion de la pourriture grise que les plants non mycorhizés. Et là, ça tient du tour de magie, car nous sommes très loin des racines où est présent le champignon mycorhizien. Le champignon mycorhizien, il est présent ou absent dans les racines. Et ici, on observe quelque chose dans les feuilles. Quand on regarde l'accumulation de composés de défense, par exemple ici, une enzyme qui décompose les enzymes qu'utilise le champignon pour attaquer la feuille, on s'aperçoit que ces défenses s'accumulent beaucoup plus vite en présence de mycorhizes que dans les plantes qui n'ont pas de mycorhizes, où ces défenses s'accumulent moins vite, moins fort. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que le système immunitaire d'une plante n'atteint son état mature, n'atteint sa pleine capacité qu'après que la plante ait rencontré, au niveau de ses racines, des microbes bénins. On est encore loin de savoir ce qui modifie systémiquement dans toute la plante la capacité à réagir, mais ce qui est certain, c'est que la rencontre du champignon sur les racines a modifié le système immunitaire. Quelque part, le développement du système immunitaire après la germination ne s'achève qu'après que la plante ait rencontré des microbes. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des tas de molécules qui sont susceptibles de passer d'un partenaire à l'autre. Et je ne serais pas étonné un jour que l'on découvre que c'est l'une de ces molécules qui opère un déverrouillage, une maturation du système immunitaire. En tout cas, sans faire de science-fiction, le fait est là. Les micro-organismes protègent les plantes non seulement par leur présence et leurs propriétés propres, mais aussi en modifiant la façon dont les plantes se défendent. Et pour revenir sur la mycorhize, c'est donc bien plus qu'une interaction nutritive, mais aussi une protection réciproque des partenaires. Il y a aussi de la protection là-dessus. Et le journal New Phytologist, qui est donc produit l'un des journaux soutenus par le New Phytologist Trust, qui est l'organisateur de la conférence dans laquelle s'inscrit cette conférence, cet exposé que je vous fais, ce journal a beaucoup contribué à la connaissance de la biologie, non seulement des interactions en général, mais en particulier des mycorhizes. So to summarize, plants are protected by microbes by two ways, either directly by the presence of the microbes themselves, but also indirectly by the fact that those microbes, they modify the immune system and immune abilities of the plant. So it's both a direct and an indirect interaction that protects the plant and make it fit only with microbes. And of course, the New Phyt was a journal where a lot was published on this kind of research and this kind of role of the microbes. Cela dit, même si vous dépouillez les plantes de leurs microbes, si vous nettoyez leurs feuilles interstice à interstice, si vous nettoyez leurs racines, si vous empêchez l'installation d'aucun microbe, même là encore, la plante est vitalement bourrée de microbes. Comment ? Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons identifié cette plante ensemble. Je sais qu'il y a certains membres de Florène ici pour qui l'identification de cette plante ne doit pas poser de problème. C'est le maïs. Le maïs. Et personne ne sursaute quand on dit c'est le maïs. Et c'est complètement aberrant. Regardez plutôt. Pourquoi le maïs est-il vert ? Il est vert parce qu'il contient de la chlorophylle. Et cette chlorophylle, elle est présente dans des particules cellulaires qu'on appelle les chloroplastes, ou simplement les plastes. C'est là qu'est la chlorophylle.
Et comme la chlorophylle est verte, elle absorbe les autres longueurs d'onde et elle est en particulier capable de transformer ou d'aider à transformer, grâce à l'énergie captée, le gaz carbonique en sucre. Bien, cette conversion-là est vraiment vitale pour la plante, c'est une des propriétés fondamentales de la plante. Or, on sait aujourd'hui que ces plastes sont en fait des bactéries. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'ils contiennent de l'ADN, ils ont un génome, et le génome de ces plastes ressemble très fortement, en fait, il signe une parenté avec des bactéries photosynthétiques qu'on appelle les cyanobactéries. Si on place le maïs dans un arbre du vivant, on voit qu'il est parmi le grand groupe des eucaryotes où se trouvent l'homme, certains champignons, certaines algues, bref. Le maïs fait partie des plantes et plus généralement des eucaryotes. Mais si vous placez, grâce à son génome, dans l'arbre du vivant, les plastes du maïs, eh bien c'est très proche de bactéries photosynthétiques comme Synechococcus, donc de cyanobactéries. En quelque sorte, ce qui fait que les plantes sont vertes et qu'elles font la photosynthèse, c'est qu'il y a très longtemps, un ancêtre des plantes a acquis des bactéries qui se multiplient dans les cellules, qui sont transmises à la descendance et qui leur ont donné la capacité de photosynthèse. L'histoire est plus compliquée encore parce que vous savez que les plantes sont comme nous, à l'obscurité, elles respirent. C'est-à-dire qu'à l'obscurité, bien sûr, elles ne font plus de photosynthèse, donc leurs plastes sont pour quelque temps inactifs, mais néanmoins, pour respirer, elles ont recours, tout comme nous d'ailleurs, à des particules cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Ces mitochondries utilisent notamment les sucres ou des dérivés de sucre pour produire un déchet qui est le gaz carbonique, mais surtout de l'énergie qui va servir au fonctionnement de la cellule, de plantes à l'obscurité, ou bien pour nous, ordinairement. Eh bien, là encore, ces mitochondries contiennent de l'ADN. D'ailleurs, pour le coup, vous le voyez là, parce que sur cette coloration, ce sont des molécules d'ADN. Et cet ADN, le génome qui est dans ces mitochondries, signe en fait une origine bactérienne de ces mitochondries. Ce qui respire dans mes cellules ou dans les cellules des plantes, ce sont des bactéries qui vivent là depuis très longtemps, qui n'en sortent plus, évidemment, qui se multiplient dans les cellules, qui sont transmises de génération en génération par le biais, la plupart du temps, de la mère, que ce soit chez les plantes ou chez nous. Mais le fait est que, quand je regarde les affinités évolutives des mitochondries, eh bien, elles sont proches de bactéries comme les agrobactéries et d'autres bactéries du groupe des alpha-protéobactéries. Bref, est-ce bien le maïs ? En réalité, aujourd'hui, c'est une unité fonctionnelle. Et c'est vrai que lors de la reproduction, les trois se reproduisent ensemble, puisque dans la descendance, vous retrouvez les mitochondries et les plastes des parents. Donc opérationnellement, on peut bien appeler ça le maïs, mais évolutivement, c'est un non-sens, parce qu'il y a là trois lignées qui furent un jour trois organismes indépendants. Alors c'est peut-être le maïs sur le plan pratique, mais clairement, ça nous rappelle que des choses aussi essentielles que le fonctionnement cellulaire, la composition cellulaire, la structure cellulaire de la plante signent déjà une dépendance profonde, une présence intime des micro-organismes. Donc, quelque part, les micro-organismes sont petits, mais il y a des tas de choses qui nous les révèlent, qui nous crient leur présence tous les jours. Et l'un de ces cris, si j'ose dire, eh bien, c'est la couleur verte des plantes. I was just mentioning here that within the cells of maize, as any plants, we have plastids and mitochondria, which were free-living bacteria and are nowadays components of the cells, but that were bringing some very important features within the maize. And in a way, the maize plant is already the symbiosis between various microbes and the host cell, and very deep, even within the cell, we find again the microbial touch within the plants. Maintenant, et pour terminer, je voudrais parler 2 secondes du développement. On a déjà envisagé tout à l'heure que le développement du système immunitaire et son acquisition d'une pleine fonctionnalité reposait sur la présence de microbes qui aidaient au développement final et à l'acquisition donc d'un système immunitaire de plantes normales adultes. Bien. Je voudrais revenir 2 secondes sur le développement et m'attacher à une image qui est très banale et très habituelle. Il suffit d'aller en forêt de haies pour s'en convaincre. Les arbres ont souvent un grand tronc lisse surmonté d'un houppier qui porte les feuilles quelque part vers la lumière. Cette forme est vraiment habituelle et si vous y réfléchissez bien, elle est complètement absurde. On devrait avoir des tas de branches un peu partout, car quand l'arbre était jeune, il formait
des branches près du sol. Et vous savez que les arbres ne grandissent pas par déboîtement, ils grandissent par le bout. Donc on devrait avoir les branches qui ont été successivement édifiées et de plus en plus larges à chaque âge de l'arbre. Et d'ailleurs, quand l'arbre est tout seul dans la nature, on voit ces branches basses, elles sont toutes là, regardez. Alors qu'est-ce qui se passe en forêt ? Vous allez me dire, et les branches basses, évidemment, en forêt, de par la densité de la canopée, elles se retrouvent sous-alimentées. Et donc, elles sont fatiguées, elles meurent. Oui, enfin, si elles meurent, elles ne disparaissent pas. Hein. En réalité, si elles disparaissent, c'est que des champignons s'en occupent. Des champignons qui sont spécialisés dans ce genre d'activité, comme par exemple ici, je reprends les hêtres, hein, j'ai une mucidule qui est en train de boulotter une branche. Ces champignons-là sont soit des champignons qui mangent des branches mortes de faiblesse, soit des champignons qui s'attaquent à des branches encore vivantes mais affaiblies et qui les éliminent. Ces champignons-là sont d'ailleurs assez souvent spécifiques de chaque espèce d'arbre. Et je vais maintenant vous emmener en Bretagne, où on a introduit beaucoup de cupressus et puis des pins exotiques venus de Californie, Pinus insignis. Et là, vous voyez que, pour le coup, ces arbres-là ont été introduits sans les champignons qui boulottent les branches. Regardez, j'ai des branches mortes ou affaiblies qui sont toujours là. Voilà ce que devrait être la forme de l'arbre. Or, elle n'est pas cela parce que justement, il y a normalement, et tant qu'un arbre est dans son aire d'origine, ces champignons sont présents, et du coup le processus, de nouveau comme tout à l'heure pour les mycorhizes des arbres, s'opère spontanément. Tant que l'arbre est dans sa zone d'origine, eh bien, il y a des champignons qui attaquent ses branches. Et évidemment, qui vont résorber, on pourrait dire en termes de foresterie, élaguer l'arbre. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que la plupart du temps, ces champignons-là n'arrivent pas à rentrer dans le tronc. Ils sont incapables de survivre dans du bois massif. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils arrivent au tronc, ils meurent. Alors, ce n'est pas très grave, rassurez-vous, parce qu'entre-temps, vous avez vu, ils ont produit des spores et ils sont en train d'attaquer du bois ailleurs. Mais ils meurent, ils ne sont pas capables de rentrer au cœur du bois. Cependant, la zone en croissance du bois forme un bourrelet cicatriciel qui se referme, qui cicatrise complètement, et bientôt, on obtient le tronc tout lisse. Un tronc tout lisse qui a deux vertus vitales pour la plante. D'abord, il a refermé les ouvertures qui pourraient permettre à des champignons, eux, gourmands du bois du tronc, de rentrer à l'intérieur. Et deuxièmement, eh bien maintenant, le tronc va grandir avec des cernes continues et une fibre continue longitudinalement en tout point du tronc. Il va donc grandir en ayant une résistance mécanique bien meilleure que s'il grandissait en incluant des branches mortes ou moribondes. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait des planches ou des meubles en bois sont bien contents qu'il n'y ait pas une branche complètement disjointe de la fibre du bois qui fasse un espèce de nœud qui se détache au premier choc parce qu'il est juste inclus dans le bois et pas résorbé dans sa fibre. En d'autres termes, on a là quelque chose qui est essentiel d'un point de vue phytosanitaire pour la plante, mais pour nous, et pour conclure sur les aspects de développement, le développement de la forme de l'arbre. Eh bien, c'est une sculpture microbienne. C'est quelque chose qui est sculpté par des champignons, qui retranche les branches situées trop à l'ombre pour se développer correctement et permet au tronc d'acquérir une belle roideur qui porte la canopée en hauteur et permet de vaincre la compétition ou d'assurer la compétition avec les voisins. Bref, dans le développement de la forme, il y a encore une signature de champignons. Et c'est souvent comme ça dans le monde microbien. Quand on y pense, on voit finalement souvent la présence des microbes a des conséquences ordinaires, macroscopiques. À côté de la couleur des plantes, la forme des arbres nous raconte aussi la présence des microbes. Mais c'est tellement ordinaire et tellement bien fait, si j'ose dire, qu'on pense à peine que ce sont des microbes. Je voudrais maintenant vous dire deux mots de travaux qui sont plus des travaux auxquels je me livre moi et qui vont vous montrer que souvent le lien des microbes, c'est une histoire plus complexe. Il n'y a pas que des microbes dans l'histoire. Regardez plutôt. Quand un champignon se développe dans le sol, il est capable de coloniser les racines de plusieurs plantes, de même espèce ou d'espèces différentes. Il y a quelques années, je m'étais intéressé à une orchidée non chlorophyllène de nos sous-bois, et d'ailleurs, j'avais pas mal d'échantillons qui venaient de la forêt de haies, tout simplement, qui est la Néocie nid d'oiseau. C'est une de ces nombreuses plantes qui n'ont pas de chlorophylle, mais dont les racines n'ont aucun contact avec les racines des plantes voisines. Du coup, ce n'est pas des plantes parasites. Par contre, ces racines sont densément colonisées
de champignons. Ce sont des mycorhizes. Donc ce sont des plantes non chlorophylliennes qui ne sont pas parasites. Et la question c'est, comment sont-elles nourries? En fait, leur seul contact avec quelque chose de nourrissant, c'est un contact avec des champignons. Quand on regarde bien entre les racines de l'orchidée, on s'aperçoit, même s'il n'y a pas de contact direct, que l'on trouve des ectomycorhizes d'arbres. C'est une orchidée forestière, et entre ces racines, il y a des racines d'arbres qui s'entreglissent, et même sans contact direct, il y a des ectomycorhizes. Et en fait, quand on a essayé d'identifier les champignons présents dans ces mycorhizes d'arbres et dans ces mycorhizes d'orchidées, on a trouvé la même espèce, voire même, quand on a pu les définir, les mêmes individus. En réalité, on a ici des plantes non chlorophylliennes qui ne sont pas exactement parasites des autres plantes, même si vous allez voir qu'en fait, bon, quelque part, les autres plantes, ils sont pour quelque chose dans leur développement. Elles sont liées à des champignons qui eux-mêmes forment des mycorhizes, donc ont des liens à d'autres plantes, quant à elles chlorophylliennes. Et donc une partie du carbone que ces plantes chlorophylliennes donnent aux champignons finit dans l'orchidée. En réalité, vous voyez ici que certaines associations avec des micro-organismes insèrent les plantes dans un réseau. Et certaines plantes se sont adaptées à l'existence de ce réseau en utilisant ce réseau pour rapatrier du carbone. On appelle ces plantes techniquement des plantes mycohétérotrophes, et il y en a dans plusieurs autres groupes que les orchidées, mais je vais rester dans les orchidées et dans la région tempérée, même dans les pelouses, pas dans les forêts lorraines, pour faire simple, en vous parlant de la tribu d'orchidées dans laquelle on trouve la néocie. La néocie, vous voyez, est non chlorophyllienne, et elle appartient à un grand groupe d'orchidées où certains repéreront peut-être des noms de genres assez communs par chez nous, en tout cas présents par chez nous. Et vous voyez que dans ce groupe-là, en brun, il y a beaucoup d'espèces qui sont mycohétérotrophes, c'est-à-dire hétérotrophes et nourries par le réseau qui les relie à d'autres plantes. Alors, on s'est demandé un petit peu pourquoi souvent dans l'évolution, on avait des apparitions de plantes non chlorophylliennes. Et on a commencé à regarder d'un peu plus près ces plantes soi-disant vertes. Alors, je vais vous passer une longue histoire, parce que là, il y a 10 ans de travail, mais ce qu'on a découvert, c'est que ces plantes vertes, elles sont photosynthétiques, mais quand vous les mettez en pleine lumière, bon, elles produisent moins de gaz carbonique qu'à l'obscurité, donc il y a quelque chose qui contrebalance leur respiration. Néanmoins, elles continuent à produire plus de CO2 qu'elles n'en consomment. Ça veut dire que même en pleine lumière, la pleine lumière de midi, cette plante ici, eh bien, elle respire plus qu'elle ne fait de photosynthèse. Et ça, je ne vous fais pas de dessin, si elle n'a pas une autre source d'alimentation, comme sa photosynthèse ne subvient pas, ne fût-ce qu'à ses besoins respiratoires, je ne parle même pas de la croissance, ça ne marche pas. En fait, on a découvert que ces plantes étaient également liées aux arbres voisins par des champignons qu'elles partageaient, mais pas par des liens directs, et que ceci leur permettait de se nourrir à partir de ces arbres. D'ailleurs, on observe parfois des choses qui nous convainquent pleinement de ces liens et de cette autre façon de s'alimenter, c'est que dans ces espèces normalement vertes, on observe parfois des mutants complètement blancs qui survivent. Celui-là, je l'ai suivi pendant 15 ans, qui survivent, parce que c'est rhizomateux, donc ça repousse tous les ans, qui survivent entièrement, comme les plantes précédentes, entièrement par le carbone qu'ils retirent, par les ressources qu'ils retirent de leurs champignons, qui lui-même exploitent les plantes voisines. Ainsi, il existe, même chez les plantes vertes, des plantes qui ajoutent à leur photosynthèse l'exploitation de carbone du réseau mycorhizien. Et cette histoire-là m'intéresse d'abord parce que c'est une jolie adaptation à la pénombre et à la vie en forêt, mais c'est aussi quelque chose qui nous raconte que des fois, quand vous êtes lié à un microbe, eh bien du coup, ce microbe, ici c'est un champignon, vous relie à d'autres organismes. Et vous voyez que la forêt devient petit à petit un réseau de plantes, la forêt ou d'ailleurs une prairie, de plantes reliées entre elles par des champignons ou d'ailleurs de champignons reliés entre eux par des plantes. Et ce réseau est parfois utilisé pour faire migrer des ressources. I was just introducing how mycorrhizal networks enable some exchange between plants, for example, allow some plants to become non-photosynthetic, and show that beyond the holobiontic approach, which considers the microbes within an organism, there may be more due to biological interaction, and that maybe in some case, or in many cases of plant microfungal interaction, the relevant picture is that of a network, where
there are interactions not only with the fungi, but indirectly with the plants linked to the fungi. Bien, alors, voilà un périple qui nous amène vers la fin, vers la conclusion, et en particulier, avant de conclure, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer qu'il y a une dernière fonction qui est aussi atteinte par les microbes, occupée en partie par les microbes. Vous connaissez tous le sureau, parce que c'est une plante extrêmement odorante dont on fait des sirops, des alcools aussi si on veut, on peut, et c'est une plante extrêmement aromatique qui a notamment une forte émission de terpènes. Récemment, une équipe s'est amusée à traiter les fleurs avec des antibiotiques. Et après ce traitement, on s'aperçoit que, alors que l'émission de terpènes reste élevée chez les plantes non traitées, l'émission de terpènes, après le traitement, chute dans les plantes non traitées. Et en fait, on s'aperçoit que les terpènes restent accumulés à l'état de précurseurs dans les cellules. La modification de ces terpènes en forme volatile qui font l'odeur de la plante, c'est une action bactérienne. Donc jusqu'à l'odeur des fleurs, il y a cette signature de la présence microbienne. En fait, non seulement les microbes habitent la plante, mais ils ont fini au cours du temps par être recrutés pour à peu près tout ce qu'une plante peut faire. Manger, se protéger, se reproduire. Et finalement, les plantes ne sont jamais seules. Alors ça pourrait être un titre de livre, mais c'est surtout une leçon importante de la biologie de ces 20 dernières années. C'est que les microbes sont absolument partout. Ils sont absolument partout, y compris dans les organismes, et ce n'est pas une présence physique seulement, c'est aussi une présence fonctionnelle. Et ceci relie beaucoup de notre conception du monde. Pourquoi ? Nous avons tendance à voir dans le monde, et ici c'est une projection d'une vision humaine, sociétale des choses. Nous avons souvent l'impression que le monde est constitué par des individus ou des organismes. D'ailleurs, nous enseignons souvent la biologie des organismes. Mais un individu, c'est par définition quelque chose qui ne se divise pas. Ah ouais ? Et le maïs, il ne se divise pas ? Il a au moins 3 origines évolutives. Et de toute façon, s'il fonctionne normalement, c'est avec ses mycorhizes, avec les endophytes qui peuplent ses feuilles. Enfin, en d'autres termes, si le maïs fonctionne, c'est bien parce qu'il y a d'autres choses qui en sont divisibles et qui permettent de réaliser ces fonctions. Et aujourd'hui, on sait très bien que la biologie des organismes, il faut surtout la voir comme le résultat du fonctionnement d'un écosystème microbien. Pour parler moderne, on pourrait presque dire que le fonctionnement de l'organisme est un service écosystémique, c'est-à-dire un produit des écosystèmes microbiens. En d'autres termes, la vision des individus et des organismes renvoie à une conception classique des civilisations européennes, mais qui est vraiment ancrée sur le macroscopique et qui, dès lors qu'on accepte de passer dans le microscopique, s'effondre sous le poids de l'importance des interactions biologiques. Importance des microbes et, au fait, dans ces microbes, importance de ceux qui établissent un lien mutualiste, une interaction en bénéfice réciproque avec leurs partenaires. Je vous l'avais dit, un monde de microbes et un monde dans lequel il existe aussi des interactions réciproquement positives. So, looking at that, we have the feeling that individuals, which by etymology cannot be divided, can be divided in many microbes that are shaping their functions, and our view of organism is just vanishing behind the view of microbial ecosystems that contribute to build as an ecosystem service the functioning of a plant or even an animal, because the same demonstration could be done for an animal. Cette démonstration peut évidemment être faite aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Et pour revenir aux plantes et pour terminer, il faut voir les conséquences que ça a, parce que ça, c'est une histoire, bon, voilà, c'est une vision du monde, mais quelque part, elle porte les leviers de l'action de demain. Revenons à hier. Nous avons réussi à vaincre la famine et à assurer les ressources d'une bonne partie du monde, bon, peut-être pas encore tout le monde, en appliquant des fertilisants. Le problème, c'est que quand vous mettez beaucoup d'azote et de phosphate dans un sol d'agrosystème, eh bien, la plante qui peut directement se servir dans le sol diminue son interaction avec les champignons. Point n'est nécessaire de donner du sucre à un champignon pour se nourrir, puisque le sol contient en abondance ce que le champignon pourrait aller chercher. D'autre part, nous avons appliqué un peu partout des pesticides qui nous ont débarrassés, peu ou prou, de maladies des plantes. Mais évidemment, ce n'est pas forcément très bon pour l'ensemble des microbes, quels qu'ils soient. Quand vous mettez un fongicide sur une feuille, bien sûr, vous tuez la pourriture grise. En même temps, vous massacrez sans doute pas mal d'habitants qui font la santé ordinaire par leur simple présence. Bien, globalement, tout ça a
continuer à perdre la présence bactérienne, à diminuer la présence bactérienne et microbienne. Et du coup, comme il y a moins de micro-organismes, les plantes dépendent plus des fertilisants, évidemment, puisque maintenant, elles ont besoin d'être nourries sans leurs partenaires microbiens. Et puis, elles dépendent beaucoup plus des pesticides, puisque maintenant, elles n'ont plus leur protection microbienne. Et voilà, la double boucle est bouclée, une double boucle qui a nourri l'humanité, qui a permis de nourrir quantitativement l'humanité ces 50 dernières années, mais qui assurément ne satisfait pas les conceptions environnementales ou l'exigence de santé qu'ont les sociétés modernes et qui donc appelle aujourd'hui à redécouvrir la logique microbienne avec laquelle on peut nourrir et défendre les plantes. Et le New Phytologist Trust, qui donc est l'un des organisateurs de cet événement, lance un journal qui vise à expliquer comment on peut nourrir les gens avec des plantes ou rendre les gens finalement, assurer le développement des sociétés avec des plantes, tout en restant respectueux de la planète. Et quelque part, dans un journal comme ça, je suis à peu près certain qu'il y aura des articles bientôt sur les façons microbiennes qui incarnent la nouvelle vision du microbe que je vous ai proposée, des façons microbiennes de gérer les plantes, les gens et la planète. I was just making the point that in plant, people and planet, there may be a lot of microbes to include, and that in this journal there might be a lot on plant microbes interaction, just because it will help plants, hopefully people, in a better planet. J'en ai fini. J'espère vous avoir convaincu que le monde est constitué de microbes et la plante n'est qu'un exemple de ça, mais elle le crie par sa couleur, elle le crie par sa forme, et que le meilleur espoir qu'on puisse avoir pour l'avenir, c'est d'explorer ces nouveaux leviers que les microbes nous proposent pour gérer le monde végétal. Merci de votre attention.